sommes engagés publics. Bienvenue aux engagés publics, Denis Martel au micro. Cette semaine, on a en entrevue le Dr Gaétan Barrette. Dr Barrette, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation des engagés publics. Dr Barrette, vous êtes député dans la circonscription de la Pinière depuis avril 2014, membre du bureau de l'Assemblée nationale, porte-parole de l'opposition officielle pour le Conseil du Trésor, porte-parole de l'opposition officielle en matière de transport. Vous avez été ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec d'avril 2014 à octobre 2018, radiologiste à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec de 2006 à 2014, candidat pour la Coalition Avenir Québec dans la circonscription de Terrebonne en 2012. Dr Barrette, est-ce qu'il y a un titre ou un rôle là-dedans que vous préférez ou que vous avez préféré? C'est une bonne question. Là, c'est pas tant une question de préférence. J'ai été confortable dans tous les rôles que j'ai joués. Si vous me demandez ma préférence, c'est celui de ministre de la Santé, mais ce n'est certainement pas le plus satisfaisant. Ah, c'est intéressant. Donc, préférence parce que vous vous sentiez utile au bon endroit? Oui, c'est une bonne façon de le formuler. C'est l'endroit où il fallait être. Malheureusement, j'y ai été à un mauvais moment. Ah, on aura l'occasion d'y revenir. Ce que j'aimerais dans un premier temps, puis je le sais, vous le savez, on en a parlé tantôt hors d'onde, les engagés publics, notre mission, c'est vraiment l'engagement politique, mais vous vivez actuellement un engagement quand même assez particulier. Pouvez-vous nous parler de votre implication présente comme bénévole dans le réseau de la santé? Bon, il y a eu un appel solennel fait par le chef de l'État. Alors, peu importe sa couleur politique, lorsqu'il y a une situation comme celle-là, si on a la possibilité de contribuer, il faut le faire. Je l'ai fait. Je l'ai fait avec plaisir. Je le referai. C'est simplement. Là. Et quel est votre rôle actuellement? Bon, de façon temporaire, j'ai été dans un CHSLD où j'ai occupé un rôle mixte, préposé infirmière auxiliaire, parce que c'est la seule chose que j'avais le droit de faire. Je suis médecin, mais comme je ne suis pas en pratique, je ne peux pas en faire plus. Alors ça a été fait. J'ai bien aimé le faire parce que j'avais déjà fait ça dans la vie précédemment. Alors c'est un peu un retour aux sources. Comment ça se passe actuellement? Comment pouvez-vous nous décrire les situations auxquelles vous avez été confrontés sur le terrain? Ben, c'est une situation difficile parce que le manque de personnel est criant. Pas partout. Dans certains endroits, alors qu'il y a bien des endroits où les choses se passent très bien. En fait, c'est la majorité des endroits. Mais à l'inverse, quand ça se passe mal, ça se passe extrêmement mal. Et c'est très difficile pour ces milieux. Moi, j'étais dans un milieu essentiellement intermédiaire pour un certain nombre de raisons. La première étant que c'est là qu'on m'a envoyé. Alors, je suis allé où on m'a envoyé. Maintenant, il y avait des milieux bien pires que le mien, comme ceux où sont allés les collègues Moncef, Enrico et Marie Montpetit. Vous avez été, je parle vous et votre équipe, vos collègues, témoins de situations aussi dramatiques que certaines qu'on voit circuler sur les médias sociaux? Il circule beaucoup de choses sur les médias sociaux qui sont réelles. Il y a eu des situations tout à fait dramatiques, là, terribles. La situation de Héron, là, dans l'ouest de Montréal, ouais. C'est réel. Ce qui a été détruit est réel. Certaines autres choses qui ont circulé et qui circulent encore aujourd'hui sont réelles. C'est là qu'est le drame. Et c'est un vrai drame. Il faut voir d'où il vient, le drame, là. Il n'y a pas d'organisation qui peut ne pas être affectée sévèrement lorsqu'il y a une désertion de personnel, là. Mm-hmm. Alors, à mon avis, il faut réaliser les choses, qui est très peu fait dans l'espace public, là. Il y a eu un virus, les gens ont eu peur, il y a eu désertion, et là où il y a eu le plus de désertion, ça a laissé derrière des gens qui ne pouvaient pas se prendre en charge, vivre dans cette situation-là, et ça a donné ça. Platement dit, c'est ça. Vous l'expliquez comment, cette désertion-là? Ben, les gens ont eu peur. Il n'y avait pas de matériel de protection. Le virus était décrit comme étant mortel, alors qu'il n'avait pas à la hauteur que les gens ont perçu. Et les gens ont eu peur. Et puis la peur, parce qu'il n'y avait pas de matériel de protection.
Alors, dans les endroits où il y a eu une contamination rapide avec propagation rapide du virus et avec les nouvelles, ben, les gens sont restés à la maison. Et ceux qui sont restés au travail, c'est eux les héros. Ben, eux autres ont tenu fort, mais dans certains endroits, il y avait tellement peu de monde qu'on a vu des situations cliniques là, tout à fait regrettables, c'est le moins qu'on peut dire. Est-ce que vous croyez qu'actuellement, la situation est sous contrôle? Quelle est votre lecture de la situation sur le terrain actuellement? La situation est contrôle. Je m'excuse. La situation est sous contrôle partout où on s'éloigne de Montréal. Alors, le niveau de contrôle est inversement proportionnel. En fait, est directement proportionnel, je m'excuse, à la distance de Montréal. Plus on s'éloigne, plus le contrôle est là. Et plus on est proche, moins le contrôle est là. Est-ce que ça vient pas renforcer les voix qui s'élèvent actuellement, qui demandent peut-être que Montréal soit peut-être sous un meilleur contrôle au point de vue des passages, entre autres, pour que justement le reste du Québec puisse, lui, vivre un assouplissement? Oui, tout à fait. Montréal, en ce qui me concerne, ne peut pas être déconfiné à la même vitesse que les autres régions. Il est tout à fait normal et souhaitable qu'on déconfine en région. En fait, il est souhaitable qu'on déconfine partout où c'est possible, où le risque est minimal, mais le risque est maximal à Montréal actuellement et à Laval. Alors que l'on déconfine en Abitibi, sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, je dirais même aussi dans les Basses-Laurentides et en Outaouais, là, il n'y a pas de problème. Et qu'on déconfine aujourd'hui en Mauricie, dans la Nodière, à Montréal, à Laval, c'est beaucoup plus risqué. Dr Barrette, maintenant, on va passer au volet engagement politique. J'étais curieux de savoir qu'est-ce qui vous a amené en politique à l'époque. Vous étiez arrivé en politique avec la CAQ. Est-ce que c'est M. Legault directement qui était venu vous chercher ou quel a été votre parcours de militant qui vous a amené en politique? Dans les deux cas, c'est le parti en question qui m'a recruté, comme c'est souvent le cas. Et je ne visais pas faire une carrière même courte en politique. C'était pas un de mes objectifs, contrairement à d'autres, là, puis je respectais ça. Mais on m'a offert l'opportunité 2 fois. Et les 2 fois, l'opportunité était d'occuper un poste, sans qu'on me le dise formellement. Mais donc l'opportunité d'occuper un poste qui permettait de changer des choses. Mm-hmm. Alors moi, j'ai occupé à peu près tous les postes en santé, presque sans exception, mais il y en a quand même là. J'ai pas été PDG d'un hôpital, mais j'ai à peu près fait tous les autres postes qui existent dans le réseau de la santé depuis l'âge de 15 ans. Là. Et en plus, j'ai occupé des postes de représentation organisationnelle. Moi, j'ai été président, j'ai été vice-président du CNDP pendant 11 ans. J'ai été chef de département pendant 12 ans. Président de l'Association des radiologues, la FNSP, et j'en passe, l'Association canadienne de radiologie. J'ai été impliqué dans toutes les organisations-là, localement, au Canada et en Amérique du Nord. Et j'ai été à même de voir les choses qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas. À l'étranger aussi, là, ça serait long à raconter. Alors, on apprend en santé que, dépendamment du poste que l'on a, on peut changer certaines choses à la hauteur du poste. Alors, le ministre de la Santé, c'est l'endroit où on peut changer le plus de choses si c'est ça notre objectif. Et c'est un bon objectif si on a une bonne connaissance de la chose. Je me demandais pourquoi la CAQ initialement, pourquoi le PLQ, c'est vous amenez, je pense, le volet, le désir d'agir, la possibilité d'agir, mais quand même, qu'est-ce qui vous a amené dans ces partis? Lequel, le Parti libéral? Commençons par la CAQ. Pourquoi la CAQ initialement? La CAQ, ce sont des premiers à m'avoir approché. Le Parti libéral ne m'avait pas approché à l'époque. Et par la suite, rappelez-vous, là, les gens, évidemment, dans l'actualité, oublient assez rapidement tout. Alors, beaucoup de gens ont oublié que lorsque François Legault, pendant le court mandat du Parti québécois, était encore chef, avait ouvertement dit que c'était sa dernière fois. Là. Que là, il voyait bien que ça aboutissait pas.
bon, la vie lui a donné, non pas raison, mais tort, et les circonstances ont fait qu'il est où il est aujourd'hui. Mais rappelez-vous, il y a un moment donné où François Legault avait dit, bon, ben moi, c'est mon dernier tour de piste. Il avait comme lancé la serviette. Il avait lancé un message assez négatif pour la CAQ, et les choses ont viré de bord. Alors, en 2014, ils ont oublié ça, là, François. Legault allait arrêter à un moment donné. C'était son dernier tour de piste. C'est comme ça qu'il l'avait dit. En 2014, il est resté, puis regardez ce qu'il a rendu. Maintenant, en 2014, je n'aurais jamais pensé que le Parti libéral m'aurait appelé, compte tenu des positions passées, disons, adversariales vis-à-vis du parti. Donc, j'ai saisi l'occasion. C'est ce qui vous a amené au Parti libéral. Ça veut-tu dire que si, par exemple, vous auriez eu une occasion semblable au Parti québécois, ça aurait pu être un autre parti? Il n'en reste plus beaucoup. Mais il y a quand même un volet idéologique, là. Oui, parce que je peux vous dire tout de suite que jamais je ne pourrai être au Parti québécois, et encore plus que jamais à Québec solidaire. Le Parti québécois, le problème du Parti québécois, c'est que le Parti québécois, on a déjà d'ailleurs tenté de me recruter au Parti québécois. Et le Parti québécois, par rapport aux impacts de l'indépendance du Québec, n'est jamais capable d'être transparent. C'est pas vrai que l'indépendance se ferait comme ça, là, en heure, et ainsi de suite. Regardez ce qu'on vit aujourd'hui, là. Moi, je pense que ça ressemble à ce qui arriverait si le Parti québécois était le pouvoir et faisait l'indépendance. À un moment donné, quand on va en politique, il faut y aller pour certaines convictions, mais il faut y aller aussi avec un maximum de transparence. Il n'y a pas de problème avec la position que défend le Parti québécois au sens de l'indépendance. Ce n'est pas mon option. Et ça ne sera pas. Mais une des choses que je reproche au Parti québécois, c'est de ne jamais dire la réalité quant aux conséquences immédiates de leur exercice. C'est toujours caché. Québec solidaire, ben ça, c'est pire encore. Québec solidaire, c'est épouvantable. Alors ça, pour moi, c'est un parti qui cache tout, qui ne dit jamais la vérité. Et ce sont un peu des manipulateurs, là, vous l'avez vu dans les derniers jours avec Sol Zanetti. Mais j'aime pas ça, ce genre de politique-là ou de parti-là. Voilà. Les situations qui sont dénoncées, c'est un peu ça à quoi je faisais référence tantôt sur les médias sociaux, entre autres par Catherine Dorion et Sol. Est-ce que ce sont des cas isolés ou c'est des choses qui sont plus répandues qu'on pourrait l'imaginer dans la situation actuelle? Non, ce sont des cas isolés. Il y en a trop. Ça, c'est ça le problème de ce genre de politique-là. Là. Alors, ça existe. On est en crise. Ce n'est pas la normale. Alors, on ne doit pas juger le système normal parce qu'il se passe dans une crise. Ça ne peut pas, là. Mais c'est ce qu'on fait. Et on oublie évidemment de dire qu'il y a 40 000 personnes en CHSLD au Québec. 40 000. C'est une ville. Dans chaque ville, il y a des drames comme ça. On oublie de dire ça. Et c'est toujours trop. On est d'accord là-dessus. Mais eux en font un traitement médiatique dans les médias sociaux. Ils viennent donner l'impression que c'est ça la norme. C'est pas ça la norme. Alors, comme je disais à quelqu'un ce matin, ceux qui ont vu le film Top Gun, là, le porte-avions, là, il y a la moitié des marins qui désertent. Tom Cruise, là, il part pas dans son avion à la fin pour gagner la bataille dans le ciel. Là. Il reste sur le porte-avions. C'est tout, là. Alors, et ça fait un drame. C'est comme ça que ça se passe. Alors là, moi, les partis qui font ça, là, j'aime pas ça. Je ne pourrais jamais aller à Québec solidaire. Jamais pour cette raison-là. Donc, c'est un appel au ralliement que vous nous faites. Un appel au ralliement, vous voulez dire? Ben, dans le contexte actuel, vous invitez les Québécois à se rallier pour combattre ensemble la crise. Absolument. C'est la seule façon. Actuellement, là, regardez, là, il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas la chose suivante. On est dans la grande région de Montréal, sur la corde de la Rivière. Si jamais on perd le contrôle à Montréal, ça va déborder de Montréal. Et ceux qui sont à l'extérieur de Montréal, involontairement, vont être touchés par ça. Maintenant, cette corde de raid-là, là, elle est due au manque de personnel. Le personnel qui est en place actuellement va être fatigué à un moment donné.
et il va falloir quelqu'un pour remplacer. Là, actuellement, on a de la misère à remplacer ceux qui ne sont pas là. Ça va être quoi quand ceux qui sont là vont devoir prendre un congé des vacances? Et ainsi de suite. Est-ce qu'à partir du 15 juin, peu de gens savent que dans le réseau de la santé, c'est à partir du 15 juin qu'on prend des vacances? Est-ce qu'on va interdire au personnel actuellement en place de prendre leurs vacances pour ceux qui les prennent au 15 juin? Est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'à ce moment-là, le personnel va dire, moi, je quitte momentanément, puis vous me reprendrez après parce que ça revient, on va les reprendre? C'est ça une corde à règle. Une corde à règle, là, on marche dessus, sur le fil, et on tombe d'un bord ou de l'autre. Alors, il y a un bon bord, il y a un mauvais bord. Et il y a un précipice d'un bord, puis il n'y a pas de précipice de l'autre. Là, actuellement, c'est là qu'on est. Et comment ça va finir, je ne sais pas. Mais on est vraiment dans une période extrêmement critique. Considérez-vous que les décisions qui sont prises actuellement, selon votre lecture et votre expertise, sont les bonnes? Oui, jusqu'à récemment. Comme par exemple, moi, si j'étais ministre de la Santé, là, j'aurais testé pendant une semaine le personnel du réseau de Montréal et de Laval. Tout le monde. Parce que ce qui compte, c'est d'écouter les symptomatiques, mais aussi les asymptomatiques. Et j'aurais fait le même test dans 2 semaines pour vraiment faire un espèce d'état zéro là, et sortir au maximum ceux qui circulent et qui sont contagieux. Pour arrêter la contagion. Mais ça, on ne le fait pas. Et l'autre chose que je fais aujourd'hui, c'est que j'obligerais dans le réseau de Montréal et de Laval la part obligatoire du masque pendant tout le mois de mai. Je vous souligne simplement que ce que l'on vit aujourd'hui, c'est le résultat de ne pas avoir eu assez de masques au début de la crise dans les CHSLD. Tout le monde avait eu un masque des gants et des blouses, et qu'on avait fermé les CHSLD comme on l'a fait en Colombie-Britannique, on n'aurait pas la conversation qu'on a aujourd'hui. Comment ça s'explique qu'on a été pris en pénurie de masques? C'est parce qu'on ne l'a pas commandé. Hein. Vous avez vu la nouvelle selon laquelle on a reçu du matériel de l'Alberta. Pourquoi? En Alberta, ils ont pris acte de ce qui se passait en Chine comme nous. Et en décembre, ils en ont commandé en masse. Leurs entrepôts étaient pleins en rendu. Et ils n'en ont pas eu besoin longtemps. On nous en a envoyé. Comme ça. Dr Barrette, on vous connaît, on vous a vu, on vous lit sur Twitter, on vous connaît comme un, puis prenez-les pas mal. Moi, je pense que vous savez on vous connaît comme un politicien pugnasque. Des fois même, on vous dit querelleur. Depuis un certain temps, on découvre un docteur qui semble un peu plus en mission. Même en ce moment, je vous sens différent. Comme électeur, moi, comme simple citoyen qui suit ça, honnêtement, ça fait du bien. Puis je suis pas de la même allégeance politique que vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez expliquer? Est-ce que vous êtes conscient de ce que je vous dis ou Oui, il y a beaucoup de gens qui m'en font la remarque, mais je ne suis pas dans la même situation. Lorsque j'étais au gouvernement, on me demandait d'avoir cette position-là, cette façon-là de faire. Et là, je suis, disons, dans une façon plus régulière, normale, qui est celle que j'ai toujours été dans notre vie précédemment. Bon. Vous savez, l'Assemblée nationale, la politique, surtout le Salon Bleu, c'est un théâtre. Et on joue une pièce de théâtre. C'est pas toujours élégant. C'est pas toujours vrai non plus. Mais c'est un monde d'abord et avant tout du village. Et vous saviez le nombre de mensonges qui ont été formulés à mon endroit dans les périodes de questions. Vous n'en reviendriez pas, mais tout le monde a retenu que j'ai répondu aux mensonges. Je comprends l'idée. Puis c'est pas est-ce que c'est un nouveau personnage, ou en tout cas un personnage vrai que l'on doit s'attendre maintenant à côtoyer publiquement, ou vous allez revenir dans l'arène après ça encore plus encore plus pugnace qu'avant, en termes de personnes. Au Salon Bleu? Ouais. Non, ça sert à rien. Ou sur Twitter? Ou même sur Twitter? Non, ça sert à rien. Ça sert absolument à rien. D'ailleurs, si j'ai un conseil à donner à quelqu'un qui irait en politique, là, je vous le dis, ça fait absolument rien. Ça, c'est d'une autre époque. Alors maintenant, on est dans une autre époque. Il fut un temps, et j'aurais été peut-être le dernier de ces mohicans-là, là, il fut un temps où les gens le voulaient, l'appréciaient, et j'osais et jugeais le succès politique à cet hôtel-là.
Les temps ont changé et ça, c'est terminé. Et ça, il faut le réaliser. Et moi, je le dis très ouvertement, là. Il n'y a pas... moi, j'ai 64 ans. Et il n'y a pas mieux que la politique pour se faire rendre compte, ce qu'on sait déjà, là, de l'amplitude. La politique, là, c'est fait pour l'air du temps dans le bon sens du terme, là. Alors, à 64 ans, en politique, vous vous rendez compte que c'est pas 20 ans, ni 30 ans, ni 40 ans. Pas simplement sur la question de l'âge, mais sur la question de la façon de penser, d'agir, d'interagir, et ainsi de suite. Alors, il y a ce que j'appelle, moi, un air du temps, c'est pas un bon terme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mm-hmm. Certains propos, de la façon dont ils sont tenus, la forme, souvent, a autant, sinon plus, de portée que le fond. Alors, la façon de faire de la politique aujourd'hui, idéale pour aujourd'hui, je ne vous dis pas que c'est ça dans 30 ans, mais aujourd'hui, c'est le bon alliage ou de forme et de fond. Donc, vous nous diriez que une valeur importante pour faire de la politique dans le futur, à partir de maintenant, serait l'authenticité, par exemple? Oui, l'authenticité, ça marche tout le temps. Les gens apprécient ça de moi parce que je dis ce que je pense, comme je l'ai fait avec vous en ce moment-ci. Moi, je dirais à ceux qui nous écoutent, par exemple, faites attention à la manipulation. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, qui sont amplifiées à dessein, et ça dessert la politique. Prenez l'exemple de Charles Zanetti qui a construit une histoire qui était fausse. Publiquement, enregistrée dans les archives de l'Assemblée nationale. C'est pas de la bonne façon de faire la politique. Ça. C'est mauvais. La population mérite mieux que ça. Donc, vous pensez qu'il l'aurait construit consciemment, cette scénario? Moi, je ne sais pas si vous avez eu connaissance du point de presse qui venait avec. Après l'interpellation de vendredi, il y a des articles du lendemain. Mettons qu'on va juste dire ça comme ça. Ça a laissé un gros malaise là, dans l'espace public. Tantôt, vous nous disiez que vous parliez de votre implication en politique comme une implication qui allait changer. J'ai eu l'impression pendant un instant, peut-être même, est-ce qu'il y a une fatigue de la vie politique qui s'est installée? Non, pas du tout. Okay. Quand on est dans la politique, on arrive en politique toujours avec enthousiasme. Et quand on est dans la politique, on comprend qu'il y a des limites à la politique. Et ça, les limites, on ne peut pas les apprécier dans le sens qualitatif et quantitatif du terme tant qu'on les a pas vus. Vous avez eu l'occasion de les explorer. Pardon? Vous avez eu l'occasion de les explorer, les limites de la politique. J'en ai fait le tour amplement. Je vais résumer la situation ainsi. Dépendamment de ce qu'une personne veut faire en politique. Il y a bien des gens qui vont en politique pour être ministre, d'autres qui vont parce qu'ils sont contents de cet environnement-là, représenter leur commettant, et ainsi de suite. C'est la bonne raison, je dirais, là, en politique. Dites-vous une chose, si vous allez en politique, là, et que vous pensez faire des choses, vous allez être dans une organisation, fondamentalement, vous aurez des limites. Et la limite est budgétaire. Alors moi, je dis aujourd'hui une chose qui est une vérité, qui devrait être une lapalissade, mais il ne l'est pas comprise comme ça. Un ministre fait avec le budget qu'on lui octroie. Alors, un ministre peut avec les meilleures intentions du monde, si le budget qu'on lui octroie n'est pas à la hauteur de ses aspirations, ben c'est ça. C'est un séjour moins glorieux. Est-ce que, à travers vos propos, vous cherchez un peu à expliquer par exemple, le bilan de Mme Blais ou votre bilan de ministre à l'époque? Si vous étiez, avec ce que vous avez vu sur le terrain actuellement, vos constatations, si vous aviez quelque chose que vous pourriez revenir dans le temps et refaire différemment, quelle serait-elle? Écoutez, moi, j'ai fait une réforme qui devait se prendre 2 ans à compléter. 2 mandats, à compléter. Bon, j'ai eu la première partie, la mise en place. J'ai pas eu la deuxième partie. Dans la deuxième partie, là, si j'avais eu la pléthore budgétaire dont il disposait, j'aurais fait tous les ajustements nécessaires
qui devait être fait, que j'avais planifié moi-même. Prenons un exemple d'actualité. Moi, les ratios ils auraient été réglés. Le salaire des préposés des infirmières auxiliaires et des infirmières en CHSLD aurait été réglé. Regardez le point de presse aujourd'hui du premier ministre. Jamais il va accepter de prononcer le mot ratio. Jamais. Il ne le veut pas. Ni Marguerite Blais, qui est sans influence. Jamais. On parle d'augmenter les salaires alors que l'enjeu est l'attraction par le salaire, mais la stabilisation par la charge de travail qui, elle, passe par plus de personnel sur le plancher. Pouvez-vous nous expliquer pour le bien des auditeurs la notion de ratio et où était le défi? Le défi est assez simple. Le défi, il faut comprendre. Là, moi, ce qui m'amuse avec ces points de presse-là, c'est qu'on reprend essentiellement toutes les expressions que j'utilise dans mes tweets. C'est assez amusant. Alors, encore aujourd'hui. Alors, j'ai souvent dit en entrevue et sur Twitter que les résidents qui sont en CHSLD en 20 ans ont beaucoup changé. Il fut un temps où c'était un foyer. Là. Moi, dans les jeunes, ça s'appelait pas des CHSLD. On appelait ça des foyers. Et les gens restaient là avec leur auto dans le stationnement, puis ils sortaient, puis ils se promenaient. Là. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus. Pour rentrer en CHSLD, vous devez avoir une situation clinique qui exige un minimum de 3 heures de soins par jour. Alors, la clientèle est plus grosse, ce qui fait que, et c'était ça l'idée des projets ratios, c'était d'établir le bon ratio. Parce que les syndicats disaient, et j'étais d'accord avec eux, il y a le salaire qui est un enjeu pour attirer le monde, et il y a la charge de travail. La charge de travail, c'est que si la personne est épuisée, écœurée parce qu'elle a trop d'ouvrage, même si elle est bien payée, elle va être malade. Elle va être absente. Et là, on tombe dans le temps supplémentaire obligatoire. Les gens, dans l'équation, là, c'est pas une équation A égale 2, là. C'est A plus B plus C égale quelque chose. Alors, il y a dans l'équation le salaire, la charge de travail, le temps supplémentaire obligatoire. Alors, l'enjeu a toujours été ça. Alors, pour régler ça, il faudrait trouver le bon ratio. Les syndicats voulaient avoir un ratio qu'on ne pouvait pas se payer. Et donc, augmenter le nombre de personnel par unité de service, mieux les payer pour éviter l'absentéisme et la TSE. Alors, les postes affichés par le gouvernement, ils n'ont pas pris preneur parce qu'ils étaient affichés aux anciens ratios. Alors, c'est ça qu'il fallait faire. Et je l'ai fait. Et ça s'est terminé à l'élection. Et eux, quand ils ont été élus, ils ne l'ont pas fait. Alors, aujourd'hui, vous avez régulièrement un premier ministre qui me parle de salaire, jamais de ratio. Marguerite, qui n'a aucun pouvoir à pas augmenter les salaires, ni les ratios. Les salaires, ça se négocie. Mais les ratios, c'est la prérogative du gouvernement. Vraiment, s'il décide d'engager plus, c'est son choix, ça se négocie pas, ça. C'est son choix. Ils l'ont pas fait. Alors, on est où ce qu'on est aujourd'hui. Comme j'ai dit dans un tweet, quand il y a des versions, 50 moins 25, c'est pas mal pire que 100 moins 25. Et les projets ratios auraient essentiellement doublé le personnel. 1 milliard de dollars. Dr Barrette, en terminant, si vous aviez un message à passer aux gens qui sont à l'écoute, aux Québécois qui sont inquiets, quel serait-il? Inquiets à propos de la situation? Par rapport à la situation, tout à fait. Ben, écoutez, on va passer au travers de ça. Sur le plan, là, santé publique, là, ce virus-là, on vit ce qu'on vit parce que c'est un virus nouveau. L'être humain n'a pas d'immunité contre le virus. Par contre, le virus a besoin de nous pour vivre. Alors, c'est une bataille entre les deux, mais le virus ne peut pas nous éradiquer. Là. La nature est ainsi faite. Alors, on va gagner contre le virus. C'est sûr qu'on va gagner. C'est biologique. Mais ça va prendre un certain temps. Est-ce qu'on va devoir vivre comme on vit là pendant 3 ans? La réponse, c'est non. Parce que progressivement, on va développer notre immunité collective et ainsi de suite. Est-ce que ça se peut que le virus reste? Oui. Est-ce qu'il reste? Il va faire partie de tous les autres virus. Chaque année. Et je vous dirais que le virus de la grippe ordinaire fait plus de décès que la COVID. C'est comme ça, là. Alors, à un moment donné, quand ce virus-là va faire partie des mœurs biologiques, appelons ça comme ça, ben, ce sera un virus comme les autres, puis c'est les autres qui vont être plus dangereux. Entre-temps, là, ben, il faut vivre avec. La façon la plus rapide de passer au travers, c'est d'avoir un vaccin, mais ça n'arrivera pas comme ça, là. Ça se peut pas. Si ça arrive, tant mieux, mais
Et je ne vois pas comment ça pourrait arriver. Et progressivement, à tâtons, parce qu'il n'y a pas de recette magique, à tâtons, il faut avancer. Puis on va déconfiner, puis on va déconfiner plus avec le temps. Il faut juste se laisser le temps de le faire. Et quand je dis le temps de le faire, c'est une échelle qui est en mois. À chaque mois, il va y avoir un changement. Il faut vivre avec. Et là, on est un petit peu, j'allais dire, à l'aveugle. Disons plutôt qu'on est aux instruments. Et on a les instruments pour le faire, mais on ne peut pas prédire ce qu'on va faire au mois de juin, ni au mois de juillet. Et je suppute, je postule que cet été, on va avoir un été pas normal, mais agréable quand même. La seule chose qu'on n'aura pas, c'est des grands rassemblements. Merci beaucoup, Dr Barrette, pour l'entrevue. C'est très apprécié. Merci, ça me fait plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous rejoindre sur nos différents canaux. Vous pouvez nous écouter sur iTunes, vous pouvez nous écouter sur Google Podcast, sur Spotify. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et sur Instagram. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.